le jour se lève sur Damas. Nous allons partir pour Maaloula. Maaloula, ce village qui abrite encore 5 églises et 2 monastères et où les habitants parlent encore l'araméen. Les collines de Damas. Avant d'atteindre le village, ce sont d'abord les jolies terrasses de Maaloula qui apparaissent, avec leurs jardins abrités par des peupliers et des abricotiers. Entrant dans le défilé, les façades bleues et blanches du village surgissent accrochées au flanc de la colline. Chaque maison dispose d'une terrasse couverte de gros rondins de bois. Le village est encadré de 2 ruisseaux qui courent de part et d'autre du rocher. L'araméen fut supplanté par le grec après la conquête d'Alexandre le Grand. N'oublions pas que Jésus s'exprimait en araméen. Nous allons maintenant visiter le couvent Saint-Serge, de rite grec catholique. Ce serait la plus ancienne église du monde, encore dédiée au culte. Nous venons d'entendre d'ailleurs une petite fille nous réciter le Notre Père en araméen. Mais hélas, nous n'avons pu le filmer. Vue générale sur Maaloula.
Nous quittons maintenant Maaloula et nous allons nous diriger vers le Krak des Chevaliers. Le Krak évoque irrésistiblement l'illustration d'un livre d'histoire au chapitre des croisades. Le plus exceptionnel des châteaux forts bâtis par les croisés pour assurer la protection des États latins est planté au sommet d'une montagne. Du château, il était facile d'envoyer un raid sur l'ennemi qui aurait voulu s'aventurer en terre chrétienne. En 1183, le Krak résista avec succès aux menaces de Saladin. En mars 1271, Baïbar, 6 mois après la mort de Saint-Louis devant Tunis, qui marque l'échec de la 8e croisade, attaque un Krak à la garnison affaiblie qui ne dispose que d'une 60aine de chevaliers. Au bout de 5 semaines, la forteresse est envahie. À partir de ce moment, le Krak ne présentera plus de grand intérêt stratégique. Les travaux de dégagement et de restauration furent lancés durant le mandat français. On note l'exceptionnelle muraille de l'enceinte intérieure. La tour rectangulaire constituait l'ancienne poterne d'accès au château primitif. On aperçoit la chapelle de la forteresse.
qui est beaucoup plus sobre que la galerie, mais qui n'est pas sans rappeler les églises romanes. On voit l'empreinte des jarres qui servaient à conserver l'eau. Un guerrier surgit de la nuit des temps. Maintenant le crack pour prendre la route de Tartous. Après avoir goûté à la cuisine syrienne, la première impression est excellente. Les suivantes, on verra. Nous allons bientôt apercevoir la Méditerranée. Tartous est la plus riante des villes syriennes de la côte méditerranéenne. Nous sommes maintenant à côté de la cathédrale Notre-Dame de Tartous, qui fut édifiée par les croisés au XIIe siècle. L'austérité de sa façade témoigne de son rôle défensif, mais cette cathédrale fut surtout un lieu de pèlerinage marial. Nous sommes maintenant dans la cité ancienne de Tartous, où les maisons ont été édifiées au milieu des anciens remparts qui entouraient la ville. Tortosa pour nous rendre à Latakié, toujours sur la côte méditerranéenne, et qui est la station balnéaire la plus fréquentée par les Syriens. Nous sommes encore en période de vacances scolaires et il y a énormément de monde sur la plage et dans l'eau. C'est notre troisième jour. Nous allons maintenant prendre la route d'Ougarit. Les grands musées syriens témoignent du passé très riche d'Ougarit à l'âge du bronze, de son commerce florissant sur la Méditerranée, de ses relations avec l'Égypte et la Mésopotamie. Mais bien que la ville soit bâtie en pierre, sa visite est assez décevante. Les murs des palais, des temples et des habitations ne dépassent guère 1 mètre de haut. Il faut beaucoup d'imagination pour recréer l'atmosphère cosmopolite de ces ruelles.
Il ne faut pas oublier que c'est à Ugarit que l'on donne la naissance de l'alphabet. Un signe, un son, telle fut l'idée simple mais géniale qui présida à l'invention de l'alphabet. Une trentaine de signes suffirent à noter la langue d'Ugarit. Cette prodigieuse avancée largement diffusée, sinon inventée par les Ugaritains, bouleversait le vieux système d'idéogrammes mésopotamiens où un signe suggérait le sens d'un mot. Enfin, à la portée du plus grand nombre, l'écriture allait devenir l'instrument indispensable aux relations commerciales. Et nous prenons maintenant la route du château de Saône, appelé aussi château de Saladin. Le château de Saône et la montagne alentour font mentir les images généralement associées à la Syrie. Ici, point de désert aride en vue. Les forêts de chênes tapissent les replis du Djebel Ansarié et la mer Méditerranée forme la toile de fond. C'est dans ce cadre exceptionnellement vert et sauvage, qui devait leur rappeler leur lointaine province française, que les croisés décidèrent d'élever la plus grande forteresse de Syrie. Ces ruines émouvantes constituent l'une des grandes surprises que nous réserve le pays. À la différence du Krak, le château de Saône ne revint jamais aux mains des ordres militaires et religieux, templiers ou hospitaliers, qui défendaient la Terre Sainte. Les Byzantins avaient édifié lors de leur reconquête de la Syrie au Xe siècle une forteresse qui passa aux mains d'un mystérieux maître de Sayoun dès le début de la croisade, en 1108. Robert de Saône, puis son fils Guillaume, élèvent alors le château actuel, qui resta la propriété de la famille jusqu'à la prise par Saladin en 1188. Meurtrier, des boulets tirés par les catapultes. Quittons maintenant le château de Saône.
Et nous prenons maintenant la route d'Alep. Alep se prétend la doyenne mondiale des villes encore habitées. Après le passage dévastateur des peuples de la mer, 1200 ans avant Jésus-Christ, Alep devient la capitale d'un État néo-hittite avant de subir l'influence des empires orientaux assyriens puis perses du premier millénaire. Suivant la tradition grecque, la ville est construite selon le plan hippodamien en damier que l'on retrouve aujourd'hui dans les souks. Rattachée à Rome puis à Constantinople au début du premier millénaire, Alep bénéficia du développement prodigieux des villages du massif calcaire dont elle assure la défense. Nous pénétrons maintenant dans les souks. La magie orientale est-elle au rendez-vous ? Les souks d'Alep sont considérés comme les plus actifs du Proche-Orient. Leurs 12 km de boyaux sont bordés de milliers d'échoppes proposant une grande variété de produits artisanaux. Les boutiques sont regroupées par corporation, orfèvres, pelletiers, chausseurs, épiciers, quincailliers. Le temps ne semble pas avoir de prise sous ces voûtes de pierre. Même les pick-up bruyants ne parviennent pas à détrôner les ânes pour le transport des marchandises. Il faut se laisser porter par l'atmosphère unique de cette étonnante machine à remonter le temps. Est-ce qu'on parle de la vache folle ? Il n'y a pas de porte dans les boutiques. Une fois la journée finie, il ferme son rideau et il saute par-dessus le comptoir en se servant de la corde.
bijoux, des robes de mariée. Une famille est peut-être en train d'en choisir une. Ça a l'air de réjouir ce petit marchand. Oh, la barbe! Nous apercevons la forteresse d'Alep. ما تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلامنا بقت دخان ما تسألنيش. Nous sommes maintenant devant le musée archéologique où on aperçoit les statues de basalte des 3 divinités qui sont portées par leur animal attribut. Dans ce musée, nous avons les témoignages remarquables des civilisations millénaires de Mari, d'Ougarit, d'Ebla et de Tel Alaf. Nous arrivons maintenant à la citadelle. L'accès à la citadelle est commandé par une première tour. Le pont-levis original a été remplacé par une volée de marches. Nous suivons maintes corniches qui débouchent dans des hammams, des mosquées, des salles de garde. C'est ici que Renaud de Châtillon fut gardé 16 ans prisonnier, tant il avait taquiné obstinément Saladin en pillant régulièrement les caravanes de la Mecque. Nous avons une vue magnifique sur Alep et ses minarets de l'époque ottomane.
Carte postale d'Alep. Dans le ciel volent les pigeons, un art ancestral. Saladin utilisait ces pigeons pour envoyer des messages. C'est l'heure de la prière. Les appels du muséine s'entendent de tous les coins de la ville. Nous quittons Alep. Après un rapide déjeuner chez Sissi, nous allons prendre la route du monastère de Saint-Siméon. Un regard sur l'église orthodoxe arménienne. Des restes de l'architecture turque. L'histoire du site de Saint-Siméon est étroitement liée à la vie de Saint-Siméon qui naquit vers 389. Dès l'enfance, il fut touché par la grâce en écoutant la parole de l'Évangile et sa vie ne fut que quête du dépouillement, suite de retraite dans des couvents, jusqu'en 417, lorsqu'il s'installa définitivement sur sa colonne. Il mourut le 24 juillet 459 et sa dépouille fut conduite en grande pompe à Antioche. Saint-Siméon devint un vaste centre de pèlerinage. Il mobilisa plusieurs architectes de Constantinople et des artisans des quatre coins de l'Empire. Il déclina après la conquête arabe. Le site fut ensuite fortifié lors de la reconquête byzantine. La somptueuse basilique, chef-d'œuvre d'architecture paléo-chrétienne, fut construite entre 476 et 490. Elle est composée de 4 basiliques à 3 nefs disposées en croix, autour d'une cour octogonale où s'élevait au centre la fameuse colonne du Saint.
avons laissé Saint-Siméon, encore le cœur empreint d'émotion, tellement ce site est admirable. Et nous reprenons la route d'Alep. À chaque fois que nous pénétrons dans une ville syrienne, on trouve énormément de nouvelles constructions qui sont réservées la plupart du temps aux fonctionnaires.